Donc merci à tous d'être présents. C'est un peu compliqué ce soir, hein, parce qu'avec les grèves, forcément, même à Saint-Maur, il est compliqué de se déplacer. Je remercie bien sûr Claude Soucy, à qui je vais céder la parole dans un instant. Moi, je suis juste venu vous dire bonsoir. Bonsoir au professeur Claude Soucy qui organise les conférences les unes après les autres sur des thèmes médicaux. Ce qui me permet, des thèmes médicaux d'ailleurs souvent très élargis, ce qui me permet de saluer Pascal Chanvert. Ça me fait plaisir d'être là, le directeur de notre maison, j'allais dire, modèle. C'est souvent comme ça qu'elle est présentée. La maison de premier prix, oui, de la qualité de service. Donc c'est la maison de retraite, on l'appelle comme ça communément, de l'abbaye. En tout cas, merci d'être là. Et puis surtout, merci au professeur d'être présent ce soir, qui est d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est un passage de témoin qui a eu lieu entre l'un et l'autre, puisque vous êtes, je vous assure que c'est votre téléphone. Ça, cette fois-ci, j'en suis sûr. En tout cas, merci d'être présent pour nous parler donc de cette histoire des virus. Ça nous concerne tous, et puis ça coïncide aussi avec des événements importants qui ont eu lieu à Henri-Mondor, puisqu'on fête cette année un anniversaire important. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez venus. Alors, le professeur habite de l'autre côté de Paris, à l'ouest. Donc, de toute manière, il est prisonnier avec nous pendant encore quelques temps. Donc, vous pouvez lui poser plein de questions. En tout cas, vous lui poserez plein de questions dans quelques instants. En tout cas, ça fait plaisir de vous accueillir. Peut-être c'est Claude qui introduit, qui va présenter son collègue, en fait. Hein. Et puis ensuite, le professeur, vous aurez à loisir de nous indiquer et de nous dire un peu cette histoire des virus. Et puis, chacun d'entre vous pourra poser les questions qui lui appartiennent. Et Claude, je te laisse la parole. Merci. Bien, merci Monsieur le maire. Donc, je voudrais d'abord remercier le maire de Saint-Maur et Monsieur Berrios pour son accueil et pour son initiative d'organiser régulièrement à l'hôtel de ville ces conférences médicales sur des thèmes majeurs de santé publique, comme récemment les maladies neurodégénératives avec le professeur Gérard Saillant et plus récemment l'AVC avec le professeur Osseni. Je voudrais saluer aussi la présence de Jean-Marc Breton, donc conseiller municipal à la santé, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et comme le maire l'a indiqué, nous recevons aujourd'hui le professeur Jean-Michel Pawlowski, que je remercie tout particulièrement donc d'avoir accepté à ma demande de nous parler de l'histoire des virus depuis 50 ans. Ces virus, comme c'est indiqué sur le papier de présentation, qui accompagnent l'humanité depuis toujours et continueront à l'accompagner. Alors le professeur Pawlowski, que je connais, avec qui je travaille depuis, je crois, 1992, hein, si mes souvenirs sont bons, est professeur à la faculté de médecine de Créteil. Il est directeur médical du département médico-universitaire, qu'on appelait anciennement les pôles, encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donc département médico-universitaire de biologie-pathologie des hôpitaux universitaires Henri-Mondor, donc comme Sylvain l'a rappelé, dont nous venons célébrer le cinquantenaire. Et Jean-Michel Pawlowski est également chef du département, donc qui est baptisé maintenant, de prévention, diagnostic et traitement des infections, qui regroupe la virologie, la bactériologie, la mycologie, parasitologie, l'hygiène hospitalière et l'unité transversale de traitement des infections. Alors, ce département héberge aussi le Centre national de référence des hépatites virales B, C et Delta. Et il est également responsable de l'équipe INSERM intitulée Physiopathologie et thérapeutique des hépatites virales chroniques et des cancers liés à ces hépatites. Donc le professeur Pawlowski était donc la personne la mieux placée pour nous parler de ce sujet. Et je vais donc lui céder la parole en sachant que, comme Sylvain l'a dit, il pourra répondre ensuite à toutes les questions que vous seriez susceptibles de lui poser. Voilà, merci encore et place au virus et aux virologues. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'étais la personne la mieux placée. En tout cas, j'étais la personne la mieux située puisque j'arrive de l'autre côté du pont de l'hôpital Henri-Mondor. Donc, bien sûr, je voudrais remercier Monsieur le maire. Je voudrais remercier Arnaud également
Les deux avaient accueilli mon fils il y a quelques années pour un stage ici, pas à la mairie, mais avec M. Berrios en tant que député. Donc j'ai un petit lien quand même avec Saint-Maur. Et bien sûr remercier Claude James aussi pour avoir très gentiment suscité cette soirée et me permettre de venir vous parler de virus. Alors soirée un peu compliquée aujourd'hui parce que nous sommes un jour de grève, mais je tiens à vous remercier tout particulièrement d'avoir fait l'effort. Peut-être vous êtes tous venus à pied, c'est pour ça que vous avez pu braver les éléments et arriver jusqu'ici. Donc l'histoire des virus, l'hôpital Henri Mondor a 50 ans bien sûr, mais les virus ont beaucoup plus de 50 ans et l'histoire que je vais vous raconter va remonter beaucoup plus loin que cela. Et on va commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un virus ? La définition, elle a été donnée pour la première fois en 1957 par le professeur André Lvov, qui a reçu le prix Nobel de médecine. Et le professeur Lvov nous disait que les virus sont infectieux, ça veut dire qu'ils peuvent être transmis, et qu'ils sont potentiellement pathogènes, ça veut dire qu'ils peuvent entraîner des maladies. Les virus ne contiennent qu'un seul type d'acide nucléique, qui contient leur information génétique, qui peut être un ADN ou un ARN. Les virus se reproduisent par la cellule à partir de ce matériel génétique par un mécanisme très particulier qui n'est pas le mécanisme habituel des cellules, qu'on appelle la réplication. Et puis la caractéristique principale, c'est que les virus sont doués de parasitisme cellulaire absolu. Ça veut dire qu'au contraire d'une bactérie, un virus ne peut pas vivre tout seul. Un virus, ça doit être dans une cellule et ça doit parasiter la cellule, c'est-à-dire utiliser le fonctionnement de la cellule et le détourner à son profit pour pouvoir vivre et se multiplier. Et tout ça, ça nous fait la définition d'un virus. Alors à quoi est-ce qu'un virus ressemble ? Ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que vous avez de l'intérieur vers l'extérieur l'acide nucléique, donc un brin d'ADN ou un brin d'ARN. Cet acide nucléique, il est contenu dans ce qu'on appelle une capside. La capside, c'est une boîte faite de protéines dans laquelle est l'acide nucléique et comme ça, il est protégé des agressions extérieures. Certains virus, c'est tout. Il y a juste ça, l'acide nucléique avec l'information génétique et la boîte. C'est ce qu'on appelle des virus nus. Et d'autres virus ont en plus une enveloppe, c'est-à-dire une couche de gras à l'intérieur de laquelle sont insérées des protéines virales qui vont permettre la reconnaissance par les cellules qui vont infecter. Et ceux-là, on les appelle des virus enveloppés. Donc vous voyez que ce sont des êtres vivants extrêmement rudimentaires, mais ils sont tellement rudimentaires qu'ils sont très bien adaptés, on va le voir, à la survie et à la transmission et à l'infection. Alors voilà quelques exemples de virus en microscopie électronique. À gauche, vous avez un virus nu, donc ce que vous voyez, c'est la capside, c'est la boîte, et on voit très bien que la boîte est faite de protéines qui sont agencées les unes avec les autres pour former cette boîte à l'intérieur de laquelle vous avez l'acide nucléique du virus. Ici, vous voyez un virus de la grippe avec cette fois-ci une enveloppe. Ici, c'est un virus du sida qui est en train de bourgeonner là, à l'extérieur d'une cellule. Et ici, vous avez mon virus favori. Je vois une de nos thésardes ici, Camille Baudesson, qui le reconnaît tout de suite au premier coup d'œil. C'est le virus de l'hépatite C. Alors celui-là, il est un peu particulier parce qu'en plus de ce que je vous ai montré, il est dans une boule de graisse. Donc on voit très bien la boule de graisse autour avec le virus qui dépasse ici à l'extérieur de la boule de graisse. Donc ça, ce sont des vraies photos de vrais virus en microscopie électronique. Alors d'où viennent-ils ces virus ? Eh bien, on n'en sait rien en réalité. Et il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été levées. On a dit que les virus seraient apparus avant les cellules, mais c'est bien gentil, mais je vous ai expliqué avant que les virus avaient besoin des cellules pour vivre. On ne comprend pas très bien comment tout ça aurait pu se faire. On a dit que certaines cellules se seraient appauvries et auraient évolué en virus, donc involué d'une certaine façon pour donner ces êtres très rudimentaires. Mais l'hypothèse qui est la plus en vogue aujourd'hui, c'est que des gènes, des morceaux de génome, des morceaux d'ADN, des morceaux d'ARN auraient échappé à leurs cellules d'origine pour évoluer en virus, s'individualiser d'une certaine façon dans ces êtres rudimentaires et pouvoir aller coloniser d'autres cellules. Alors encore une fois, on n'a aucune preuve de ça parce qu'on n'était pas là à cette époque-là, mais c'est quand même la dernière hypothèse qui est la plus importante. Ce qui est très important, c'est de comprendre que tout ça rentre dans les phénomènes généraux de l'évolution du vivant, l'évolution telle qu'elle a été décrite initialement par Darwin, et un petit peu raffinée depuis, mais enfin, beaucoup des hypothèses de Darwin étaient exactes. Et vous voyez sur cette diapo un peu symbolique que ce qui est important, c'est que les virus ne peuvent pas évoluer tout seuls. Parce que ce sont des parasites absolus des cellules, ils vont nécessairement coévoluer avec leur hôte.
Donc c'est une coévolution depuis des temps immémoriaux entre les virus et leurs hôtes naturels qui s'est faite. Et de la même façon que nous avons évolué, de notre singe ancêtre aux hommes et aux différents singes, j'y reviendrai tout à l'heure, les virus ont évolué également, mais ils ont évolué avec les êtres vivants qu'ils infectent. Alors quels sont les hôtes des virus humains? En fait, cette coévolution, elle s'est faite de 3 façons différentes. Il y a 3 types d'entrées dans l'homme pour des virus. Le premier, c'est l'évolution de virus qui étaient présents dès le départ, c'est-à-dire des virus qui infectaient les ancêtres d'Homo sapiens. Alors, je vous ai représenté ici quelques générations d'ancêtres de l'homme que nous sommes aujourd'hui, mais ça a pu remonter beaucoup plus loin, parce qu'avant les primates, nous avions des ancêtres qui étaient des mammifères non primates, qui étaient leurs ancêtres. Et avant ces mammifères non primates, nous avions des reptiliens. Souvenez-vous que nous sommes sortis de la mer, en réalité. Et qu'au début, nous avions des reptiliens qui ont donné des mammifères, qui ont donné des primates, qui ont donné l'homme. Certains virus infectent nos ancêtres depuis le départ et ont coévolué avec l'évolution du vivant pour être aujourd'hui des virus qui infectent des êtres humains du XXIe siècle. Deuxième type d'entrée, ce sont des réservoirs humains, c'est-à-dire des virus qui sont présents chez l'homme, qui se transmettent entre individus, mais qui à l'origine sont d'origine animale et se sont adaptés à l'homme. Par exemple, le virus de la rougeole, par exemple le coronavirus, ce sont probablement à l'origine des virus bovins. Mais la domestication des espèces animales a fait qu'on s'est retrouvé à un moment de l'évolution. Je ne sais pas si vous avez lu Sapiens, ce livre magnifique que je vous conseille énormément, qui vous fera comprendre tous ces phénomènes d'évolution. Mais en tout cas, à un moment, l'homme a domestiqué l'animal, a créé l'agriculture, et à ce moment-là, a pu s'infecter avec des virus qui venaient de l'animal, et ces virus se sont adaptés à l'homme et sont devenus des virus humains. Le virus du sida, c'est la même chose, c'est beaucoup plus récent. C'est un virus de singe, initialement, et l'homme s'est infecté en allant chasser des singes dans la forêt équatoriale, en les mangeant, en s'infectant, et ensuite, ce virus s'est adapté à l'homme et a été à l'origine de cette pandémie mondiale. Et puis, le dernier mode d'évolution des virus, ce sont des virus, cette fois-ci, qui ne sont pas présents naturellement chez l'homme, qui sont présents dans des réservoirs animaux, donc qui vont être transmis d'animaux à animaux, mais vont accidentellement pouvoir être transmis à l'homme. C'est-à-dire que l'animal est nécessaire pour la survie du virus, mais par exemple, c'est le cas pour le virus de la rage, si vous êtes mordu par un chien, vous ne pourrez pas, si vous êtes infecté, transmettre ce virus de la rage à d'autres humains, ça n'est pas possible, mais par contre, vous allez être infecté, vous allez pouvoir mourir de cette infection. C'est vrai aussi de certaines fièvres hémorragiques qui circulent à l'intérieur de réservoirs animaux et qui vont être transmises accidentellement à l'homme par la piqûre d'une tique ou d'un moustique qui a piqué l'animal infecté et qui va transmettre à l'homme, mais ce n'est pas le mode de transmission naturel. Le mode de transmission naturel se fait entre animaux. Donc vous avez ici tout un panel d'opportunités pour les virus au cours de l'évolution d'avoir infecté les êtres humains, et tous les virus que nous connaissons sont passés par une ou l'autre de ces voies. Donc quels sont les principaux facteurs d'émergence d'infection virale chez l'homme? Eh bien, ce sont les contacts interespèces. Je vous ai parlé à l'instant de la transmission et de la coévolution depuis les temps immémoriaux, mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont pouvoir favoriser l'émergence et la diffusion d'infections virales. Les déplacements, les migrations, par exemple la fièvre jaune, c'est quelque chose qui a été favorisé par le déplacement, par des populations qui vont, en se déplaçant à la suite de guerres, peu importe les événements, ou de migration économique liée à l'agriculture, vont se retrouver dans un nouvel environnement, dans un nouveau microcosme. Ils vont être exposés à un virus auquel ils n'étaient pas exposés avant, et ce virus va développer une infection et va pouvoir ensuite se transmettre. La domestication des espèces animales, je vous en ai parlé, la rougeole, le coronavirus, la rage. Les grandes découvertes, la colonisation, les guerres, on parle beaucoup des effets dévastateurs de ces événements. Un des effets dévastateurs majeurs, c'est la transmission à des populations qui n'y étaient pas exposées, qui n'étaient pas protégées, d'infections bénignes chez les populations qui envahissaient ces régions-là et qui sont devenues extrêmement graves. Et si l'on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'invasion par les troupes espagnoles de l'Amérique du Sud, la très très grande majorité des Indiens d'Amérique du Sud ont été décimés par dizaines, par centaines de millions, pas par la guerre, pas au combat,
mais par les infections qui ont été apportées. Et parmi ces infections, la variole, la grippe, la rougeole ont décimé des millions de gens. Donc on parle parfois de génocide. Le génocide a été un génocide indirect, en important des infections virales qui ont tué ces populations, qui les ont affaiblies et qui ont permis à l'envahisseur espagnol, finalement, de prendre rapidement, alors que ce n'était pas le plan initial. Hein. Le roi d'Espagne n'a pas dit on va leur envoyer la rougeole et puis ils vont tous mourir. Ce n'était pas ça du tout. Mais en tout cas, ça a évidemment facilité sur des populations malades qui se sont appauvries très vite. Ça a facilité cette invasion et cette occupation à la colonisation. Un autre exemple sont les fièvres hémorragiques. Les troupes américaines en Corée ont été décimées dans la jungle par des fièvres hémorragiques qu'ils ne connaissaient pas, et ça a participé à certaines difficultés de ces troupes au moment de la guerre de Corée. La chasse et l'alimentation sont également des éléments qui vont favoriser le contact interespèces. Je vous ai donné l'exemple du virus du sida. Le virus SARS, c'est un virus qui est responsable de maladies respiratoires très sévères et qui a été transmis au contact de poulets en Chine. Son cousin, le virus MERS, lui, il nous vient du chameau et d'Arabie Saoudite. Et ce sont des contacts interespèces dans le cadre de la chasse ou de l'alimentation qui vont permettre la transmission. Puis évidemment, et j'y reviendrai, ce qui se passe en ce moment, les changements climatiques et l'altération des écosystèmes induits par l'activité humaine vont également influencer de façon très profonde tous ces changements, sans tomber dans le catastrophisme apocalyptique où on nous annonce la fin de l'humanité et de la civilisation, on n'en est pas là, mais c'est vrai que le réchauffement climatique, les changements climatiques sont des éléments importants. Alors de quelle façon est-ce que ces virus vont évoluer? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est l'évolution de l'homme, très schématique. Donc on a notre ancêtre commun, les singes comme ça s'est séparé à un moment de l'évolution, et on pense que Homo sapiens dans sa forme actuelle, alors ça c'est une forme un peu 21e siècle avec la barbe et les cheveux qui montent là avec du gel, c'est moins 300 000 à moins 200 000 ans. Donc ça fait très très longtemps. Et ça c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénique, donc vous voyez l'origine, et puis ensuite ça diverge et l'homme apparaît il y a 200-300 000 ans. Et ça c'est le même arbre avec mon virus favori que j'utilise ici comme exemple, qui est le virus de l'hépatite C. Donc c'est pareil, il y a un ancêtre commun, et puis progressivement, il y a 8 branches qui vont se séparer comme ça, et puis plus récemment, ces 8 branches vont se séparer en plein de micro-branches, ce sont ce qu'on appelle des génotypes et des sous-types. Et bien là où il a fallu 300 000 ans pour l'homme, pour évoluer, il a fallu 1500 ans pour ce virus, pour partir de l'origine ici. Et c'est une des caractéristiques principales des virus, c'est comme ils sont tout petits, comme ils sont très malléables, comme ils sont très rudimentaires, ils changent très vite, ils évoluent très vite et donc ils s'adaptent très très vite à leur environnement. Et c'est ce qui explique leur persistance, et c'est ce qui explique qu'ils peuvent rester très longtemps dans les populations humaines, être transmis, parce qu'ils vont s'adapter. Et si la population change et qu'elle développe des défenses, eh bien ils vont s'adapter à ces défenses et pouvoir y échapper. Donc ça, c'est le virus de l'hépatite C. Et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vous ai montré l'arbre du virus de l'hépatite C. C'est un virus avec ses différents génotypes, les 8 génotypes qui sont présentés autrement. Et ces 8 génotypes, en fait, ils ne sont que l'extrémité d'une branche, d'une famille qui est beaucoup plus importante, parce qu'il y a beaucoup de virus qui sont cousins. Donc les 1500 ans, ils sont à peu près ici, mais si on remonte encore de quelques centaines ou de quelques milliers d'années, on arrive à une origine commune qui va nous donner un très très grand nombre de virus appartenant à différentes familles. La famille du virus de l'hépatite C, mais aussi la famille des PJ-virus, la famille des pestivirus. Ici, la famille des familles de virus qui sont transmis par les moustiques, par exemple la fièvre jaune, par exemple la dengue, dont on parle beaucoup, par exemple l'encéphalite japonaise. Ici, d'autres maladies qui sont transmises par les tiques et différentes maladies transmises par d'autres insectes. Donc vous voyez que si on part d'un virus aujourd'hui, on peut remonter comme ça, des milliers d'années, et se retrouver avec des familles virales qui sont très diverses, qui sont très importantes, de virus qui sont de la même famille, mais très différents et qui vont être responsables de maladies qui sont également très différentes. Alors combien y en a-t-il de virus? Combien est-ce qu'il en existe? Eh bien en réalité, une infinité. Et les seuls que l'on connaît vraiment, ce sont des virus pathogènes. Les virus que je vous ai montrés là sont des virus qui ont été associés à des maladies. Et tous ces virus de cette famille-là sont associés à des maladies. Et ça, c'est juste une famille. Et ça, c'est la liste de toutes les familles qu'on connaît. Et il faut bien comprendre que dans chacune de ces familles, avec des noms un petit peu barbares, les rhabdoviridés, il y a le virus de la rage dedans, les picornaviridés, les réoviridés, les orthomyxos, les bunia, etc., sont des familles très grandes avec des milliers
des millions, des centaines de millions de virus différents dont on ne connaît qu'un tout petit nombre, ceux dont on a identifié qu'ils étaient associés à des maladies chez l'homme ou chez l'animal. Donc vous voyez que le nombre de virus est probablement très important. Je dirais que le nombre de virus différents est probablement quasi infini. La plupart d'entre eux sont toujours inconnus. De très nombreux virus sont non pathogènes. Donc en réalité, ils circulent, ils sont présents, on pourrait les détecter si on les cherchait, mais on ne les cherche pas parce qu'on n'a aucune raison de les chercher. Ils font partie de notre vivant. Ce sont des virus qui sont présents dans nos cellules et qui, parfois, peuvent jouer un rôle bénéfique sur le fonctionnement de nos organismes. Et puis un petit nombre de virus sont pathogènes, c'est ceux qui sont responsables des maladies humaines, animales, végétales également. Et ceux-là, évidemment, on les étudie, on les connaît, on essaie de les comprendre et on essaie de lutter contre. Comment sont-ils transmis? Eh bien, différents modes de transmission, et je pense que vous les connaissez bien. La transmission par contact direct de personne à personne, par la peau et les muqueuses, par exemple l'herpès. Si vous avez un bouton d'herpès et que vous êtes en contact avec une autre muqueuse de quelqu'un d'autre, vous allez transmettre la maladie herpétique. Par voie sexuelle, évidemment, il y a beaucoup de transmission par voie sexuelle si le sexe n'est pas protégé. Le virus du sida, le virus de l'hépatite B sont des exemples. Deuxième mode de transmission, la voie aérienne qui est extrêmement fréquente. Ce sont toutes les épidémies saisonnières, la grippe, les coronavirus, le virus respiratoire syncytial. Certains virus vont être transmis par l'eau, l'alimentation. C'est par exemple le cas du virus de l'hépatite A ou du virus de l'hépatite E. Certains virus sont transmis par le sang et les produits dérivés du sang. Alors, ces infections-là, elles ne devraient pas être très infectieuses, très faciles à transmettre en réalité, parce que le sang, on n'a pas tellement d'occasion de mettre le sang en contact d'une personne avec celui d'une autre, sauf quand on arrive au XXe siècle, quelqu'un a l'idée géniale de développer la transfusion sanguine, qui sauve des millions de vies, mais qui fait que le virus de l'hépatite C s'est transmis très rapidement. Puis après, des gens se sont dit « ouais, c'est bien, fumer de la drogue, c'est bien, mais se l'injecter, c'est mieux ». Et de la même façon, on crée de nouveaux modes épidémiologiques qui permettent une transmission de virus qui sont assez peu infectieux, assez peu épidémiques, assez peu faciles à transmettre, qui vont se répandre sur la surface du globe. Et puis, il y a les transmissions d'infections virales par les insectes, et il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez entendu parler des épidémies de dengue. Ma sœur, qui vit à Tahiti, est revenue il y a 2 ans à Paris pour ses vacances de Noël, et alors qu'elle vit depuis 25 ans à Tahiti et qu'elle n'a jamais rien eu, eh ben, elle a développé une dengue ici à Paris. Évidemment qu'elle avait attrapé à Tahiti avant de partir, et je vous assure que ça peut être sévère. On a parlé de l'épidémie de chikungunya, puis il y a des maladies beaucoup plus sévères, beaucoup plus sérieuses, comme la fièvre jaune, qui vont être transmises par différents types d'insectes, en particulier les moustiques. Alors quel type de maladie ces virus vont-ils donner? En fait, il existe 3 types d'infections virales. Les infections endémiques, ce sont des infections qui sont présentes en permanence dans une région ou dans un groupe d'individus. Donc on sait que le virus est là et qu'il peut se transmettre. Deuxième type, ce sont les infections épidémiques. Ce sont des infections qui sont normalement rares dans une communauté, qui vont se propager brutalement et rapidement. La grippe, c'est typiquement une épidémie saisonnière. Le sida, ça a été une épidémie au départ, et puis c'est devenu une endémie. C'est-à-dire que le truc s'est installé et il est présent. On n'est plus sur un mode épidémique où on voit la maladie qui progresse à toute vitesse dans des populations chez lesquelles elle n'est en principe pas présente. Et puis il y a ce qu'on appelle les infections émergentes. Ce sont des infections dont l'incidence a augmenté au cours des 2 dernières décennies ou va augmenter de façon prévisible. Je vous ai parlé du chikungunya, c'est un truc qui a émergé comme ça, on ne sait pas d'où, et puis qui s'est répandu très rapidement sur un mode épidémique qu'on n'attendait pas. Le SARS, le MERS, ce sont des choses qui ont émergé également à partir un petit peu du néant. Quelle maladie on va pouvoir avoir? Eh ben, ce qui est bien avec les virus, c'est qu'ils ne sont pas snobs, ils prennent tout ce qu'on leur donne, c'est-à-dire que différents virus vont pouvoir aller se localiser dans différents organes et entraîner des maladies complètement différentes. Donc on peut avoir des infections respiratoires, par exemple la grippe, les gastro-entérites. Quand vous avez la gastro-entérite saisonnière, en général juste avant Noël ou au moment de Noël, où on dit « oh, j'ai trop mangé », c'est pas qu'on a trop mangé, c'est qu'on a attrapé ce virus qui se transmet en particulier très bien dans les familles qui se retrouvent toutes à Noël, certes pour manger, mais en pleine épidémie de gastro-entérite. Ça peut donner des éruptions cutanées et muqueuses.
des infections du système nerveux, dont certaines peuvent être très graves. Il y a des encéphalites qui sont parfois mortelles, qui sont liées à des virus. Ça peut donner des infections de l'œil, des infections congénitales ou périnatales, donc transmises de la mère à l'enfant à la naissance. Certaines peuvent être très sévères. Ça peut donner des hépatites virales, c'est-à-dire des maladies du foie, et même des infections cardiaques. Et chaque type de virus va pouvoir être associé à une ou plusieurs pathologies de ce type. Un exemple, les infections respiratoires, voilà la liste non exhaustive d'un nombre important de virus qui peuvent tous donner des infections respiratoires, du rhume le plus bénin à la pneumopathie mortelle la plus sévère. Et vous voyez qu'on a des virus de différentes familles, picornaviridés, coronaviridés, paramyxo, pneumo, ortho, adénoviridés, polyoma parvoviridés. Tous ces virus différents vont pouvoir se localiser au niveau des voies respiratoires et entraîner des maladies, encore une fois, qui peuvent être extrêmement bénignes, le rhume que vous avez saisonnier, ou des maladies extrêmement graves, des pneumonies, et parfois, comme je le disais, c'est le cas par exemple pour les coronaviridés SARS et MERS, des détresses respiratoires aiguës avec décès du patient. Quelles émergences nous menacent? Alors je ne veux pas vous gâcher la soirée évidemment, mais bien sûr nous avons vu déjà au cours du temps un certain nombre d'émergences virales. Je vous ai parlé par exemple de la dengue, du chikungunya, la grippe est une émergence, la grippe H1N1, elle est apparue au Mexique, vous vous en souvenez, le MERS en Arabie Saoudite, un certain nombre de grippes ici. Donc ces émergences virales, elles surviennent, elles peuvent survenir, et leur caractéristique principale, c'est qu'elles sont imprévisibles. Donc on ne peut pas aujourd'hui prévoir qu'est-ce qui va se passer demain. Ça veut dire qu'à tout moment, un nouveau virus ou une nouvelle forme d'un virus qu'on connaît va pouvoir émerger quelque part, être transmis et être responsable de quelque chose de pas très grave ou de quelque chose de très grave. Alors je ne veux pas vous affoler, la vie est imprévisible, mais on a vu au cours des années passées que ces choses-là pouvaient survenir, pouvaient arriver et qu'on pouvait avoir des émergences. Donc vous dire ce qui va arriver demain, je ne le peux pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe en ce moment au niveau du climat est quelque chose qui peut, en théorie, favoriser des émergences virales. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par la remontée des vecteurs, les virus sont transmis par des insectes et donc ces insectes vont pouvoir remonter. L'apparition du moustique tigre dans le sud de la France est inquiétante parce que le moustique tigre transmet des infections virales comme la dengue, comme le chikungunya. Et donc, on voit bien que le réchauffement climatique nous ramène un certain nombre de vecteurs, également des tiques, etc., qui peuvent transmettre des fièvres hémorragiques. Donc, on va voir apparaître dans nos régions des infections virales qui n'étaient pas présentes naturellement. Il faut s'y préparer. C'est arrivé aux États-Unis avec le virus West Nile, par exemple. Il y a une épidémie importante de virus West Nile aux États-Unis. C'est quelque chose de nouveau. Et puis, les migrations de population, l'afflux de population venant de régions avec une forte endémicité de certaines infections virales, émigrant dans des régions où ces infections virales ne sont pas fréquentes, il est très important aujourd'hui, non pas d'empêcher les gens d'émigrer, mais de leur donner accès aux soins, de pouvoir faire le diagnostic des infections et faire en sorte qu'ils soient pris en charge de cette façon-là. Donc voilà, encore une fois, moi je ne suis pas du tout un apocalyptique pensant que le réchauffement climatique va éteindre l'humanité. L'humanité est très très bien armée pour lutter contre cette augmentation de la température, mais il va y avoir des changements importants, et ces changements seront associés à des émergences de maladies infectieuses, en particulier de maladies virales, et il faut le savoir. Alors comment est-ce qu'on va diagnostiquer les infections virales? En réalité, pour diagnostiquer l'infection virale, on va essayer de retrouver ces éléments du virus, on va les chercher dans différents prélèvements, qui peuvent être des prélèvements de sang, des prélèvements de tissus, et on va pouvoir rechercher directement l'acide nucléique, l'ADN ou l'ARN, ou rechercher des protéines de capsid, ou rechercher des protéines d'enveloppe, ou alors rechercher de façon indirecte la réponse de l'hôte contre le virus, c'est-à-dire rechercher des anticorps dirigés. Donc on ne détecte pas le virus directement, mais ce qu'on détecte, c'est la réaction de l'hôte spécifique contre ce virus, et ça nous permet de dire qu'il y a une infection virale. Alors pour ça, on utilise des tests diagnostiques.
Alors, vous imaginez peut-être le laboratoire de biologie comme quelqu'un d'un peu poussiéreux avec une pipette en train de pousser son truc, etc. C'est plus ça du tout, hein. Aujourd'hui, on a des énormes machines comme ça, entièrement automatisées, dans lesquelles on va mettre le tube de prélèvement du malade et qui vont nous faire ici des tests ELISA pour détecter des antigènes de virus ou pour détecter des anticorps dirigés contre le virus avec un rapport qui sort sur l'ordinateur. Donc tout ça est très standardisé, très accrédité. On peut également utiliser, ça peut être très utile pour des infections endémiques, des tests rapides pour aller chercher dans des populations particulières. Je pense en particulier toujours à l'hépatite C, aux usagers de drogue par voie veineuse, qui ne sont pas forcément très insérés dans la prise en charge médicale. On va pouvoir utiliser des tests rapides de diagnostic. Alors ça, c'est très simple, vous voyez, c'est une petite baguette comme ça en plastique. On va faire une piqûre au bout du doigt avec une petite aiguille. On va déposer une goutte de sang ici. La goutte de sang va migrer et s'il y a des anticorps dirigés contre le virus, il va y avoir une bande qui va apparaître. On fait un diagnostic comme ça en 10 minutes, très rapide. On peut aussi déposer la goutte de sang sur un buvard, le mettre dans un avion ou dans un taxi et l'envoyer à un laboratoire pour tester. Donc il y a beaucoup de moyens, à la fois très sophistiqués, très automatisés et très simples pour pouvoir diagnostiquer ces infections. Et puis je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi détecter directement l'ADN ou l'ARN, donc l'acide nucléique, c'est la même chose. C'est des grosses machines, vous voyez ça, c'est assez gros quand même, dans lesquelles on va poser le tube et la machine se débrouille toute seule. Elle va extraire l'ADN, l'ARN, le détecter, le quantifier, éventuellement nous en donner la séquence. Et évidemment, le séquençage de l'ADN ou le séquençage de l'ARN du virus va nous apporter des informations très importantes. Ça va nous dire que c'est virus X ou Y, mais ça va nous dire à l'intérieur du virus X ou Y à quelle sous-famille ce virus appartient, éventuellement détecter des mutations qui peuvent être des mutations associées à une gravité plus importante de la maladie ou des mutations associées à de la résistance au traitement, par exemple, et je vais vous parler des traitements dans un instant. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on va combattre ces virus? Est-ce qu'on est complètement désemparé? Est-ce qu'on ne peut rien faire? Évidemment, la réponse est non. On a des moyens de combattre les virus. Et ces moyens ont évolué de façon très importante depuis quelques années, en particulier grâce à l'épidémie de sida, qui a été un moment très important pour la lutte contre les infections virales, avec une nécessité de faire quelque chose qui était prégnante et qui a permis des progrès très importants. Donc on a différentes façons de lutter contre les virus. La première façon, c'est de développer des médicaments antiviraux qui vont empêcher la multiplication des virus dans les cellules. La deuxième façon de lutter contre les virus, qui n'est pas très développée aujourd'hui, mais qui est assez prometteuse pour l'avenir, c'est l'immunothérapie antivirale, c'est-à-dire d'entraîner une stimulation de la réponse immunitaire du patient qui va tout seul, parce qu'il est induit, se débarrasser de l'infection virale. Et la troisième façon de faire, évidemment, et que vous connaissez bien, c'est la prévention, c'est le vaccin prophylactique. Le vaccin qu'on se fait à la naissance ou plus tard, le vaccin de la grippe. Je pense que certains d'entre vous ici sont en âge d'avoir le vaccin de la grippe gratuit. Et bon, tout le monde devrait se vacciner. En tout cas, moi, je me suis vacciné ce week-end. C'est fait. Et les vaccins protègent, bien sûr, très efficacement contre les infections virales. Alors, les médicaments antiviraux, voilà à peu près ce dont on dispose aujourd'hui comme médicaments antiviraux. On a des médicaments qui empêchent l'entrée du virus dans la cellule. Donc, ça protège la cellule de l'infection. On en a pour le VIH et on en a pour la grippe. On a des médicaments qui empêchent la réplication du virus dans la cellule, donc ils empêchent le virus pénètre, mais il ne va pas pouvoir se multiplier. Certains inhibent directement l'enzyme qui assure la réplication, qu'on appelle la polymérase. On a des médicaments comme ça pour le VIH, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus herpès, le cytomégalovirus et la grippe. On a des inhibiteurs d'autres protéines qui sont clés dans la réplication, pour le VIH, virus herpès, cytomégalovirus, virus de l'hépatite C. Et on a également des inhibiteurs de l'assemblage des virus et de leur sortie pour le VIH, le virus de l'hépatite C et la grippe. Si vous regardez ça, ça a l'air vachement bien. Mais si vous comparez ça au tableau que je vous ai montré tout à l'heure avec le nombre de familles virales, le nombre de virus qu'il y a dans chaque famille virale et la sévérité des infections auxquelles on peut avoir à faire face, vous voyez qu'en gros, on a des médicaments contre le VIH, contre la grippe, contre les hépatites virales, les herpès, et puis c'est tout. Ça veut dire qu'on est quand même assez démunis sur le plan des antiviraux et qu'il y a un vrai besoin de développement d'antiviraux pour tout un tas de maladies qui ne sont pas couvertes par ces médicaments-là. Alors bien sûr, on a fait face à l'urgence. L'épidémie de sida, c'était quelque chose pour lequel il fallait faire quelque chose
Moi, je raconte toujours cette histoire, je pense que Camille l'a entendu, mais j'étais interne au moment où l'épidémie de sida est arrivée, c'est ma génération. On s'est retrouvés à 22, 23, 24 ans à soigner des jeunes gens, des jeunes hommes de notre âge qui mouraient devant nous avec l'impossibilité de faire quoi que ce soit et qui mouraient dans un contexte de sentiment d'injustice et de rage absolument épouvantable. C'est quelque chose qui a marqué ma génération. Et le développement de médicaments anti-VIH est évidemment quelque chose qui a été un progrès majeur. Et aujourd'hui, on vit avec le VIH comme on vit avec un diabète ou une hypertension. C'est devenu une maladie chronique. Ça ne veut pas dire, je vois qu'il y a quelques jeunes dans la salle, qu'il ne faut pas se protéger. Il faut se protéger, mais néanmoins, ce n'est pas ce que c'était lorsque c'est arrivé. On apparaît au plus pressé aussi pour le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite C, B et C, c'est à peu près 400 millions de personnes infectées dans le monde. Donc vous voyez que c'est des choses très importantes. Mais tout le reste, aujourd'hui, est malheureusement orphelin de traitements antiviraux, et j'y reviendrai dans un instant. Les vaccins, nous avons aujourd'hui 3 types de vaccins. Nous avons des vaccins par virus vivant atténué. Qu'est-ce que c'est? C'est un virus qui est vivant, donc il est capable d'infecter les cellules, de se reproduire et d'être transmis de cellule à cellule, mais il a été atténué, il a été modifié génétiquement, et donc il n'est pas capable d'induire la maladie. Nous avons des vaccins par virus inactivés. Alors ceux-là, ce sont des virus entiers, mais eux, ils ne sont pas infectieux, ils ne sont pas capables de se reproduire. On va les injecter, ils vont être reconnus comme étrangers par l'autre qui va développer des anticorps et va protéger. Et puis on a des vaccins par des antigènes viraux, donc là c'est des morceaux de virus, c'est des protéines ou des morceaux de protéines virales qui vont être injectés, qui vont induire la formation d'anticorps et une protection. Et de la même façon, on a des vaccins très efficaces, très safe, j'insiste là-dessus, la vaccination c'est très safe, n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte parfois, on n'a pas de problème avec la vaccination, c'est ça qui protège et ça a contribué de façon majeure à l'augmentation de la durée de vie moyenne de la population avec les antibiotiques au XXe siècle. Donc les vaccins qui sont en vert sont des vaccins qui sont obligatoires, la polio, la rougeole, les oreillons, la rubéole, et l'hépatite B aujourd'hui qui est recommandée. En orange, les vaccins recommandés, la grippe, la fièvre jaune en fonction des situations, la grippe pour les personnes d'un certain âge, également pour les professionnels de santé comme nous et un certain nombre d'autres, la fièvre jaune quand on voyage en pays d'endémie. Et puis il existe également d'autres vaccins qui ont été développés, rotavirus, varicelle zonale, le vaccin contre la rage chez Pasteur, l'encéphalite japonaise et l'encéphalite attique, et puis le papillomavirus, dont je vous rappelle qu'il est recommandé chez les jeunes femmes pour la prévention du cancer du col de l'utérus et qu'il va être recommandé également chez les jeunes hommes pour la prévention d'un certain nombre de cancers génitaux. Donc voilà ce que nous avons pour traiter nos malades. Alors, bien sûr, je ne voudrais pas terminer cette présentation sur les virus, qui est une présentation très générale, sans vous raconter un petit peu ce qu'on a fait, nous, à l'hôpital Henri Mondor sur l'hépatite C, parce que c'est quand même une fierté. L'hôpital Henri Mondor a été une tête de pont extrêmement importante dans le développement de toute la compréhension de ce qu'était la maladie liée au virus de l'hépatite C, le développement thérapeutique. Et c'est un virus que nous avons vaincu, je vais vous le montrer, pas tout seul évidemment, on ne l'a pas vaincu à 3 ou 4 dans un laboratoire Henri Mondor, mais en tout cas nous avons joué un rôle très important. Et je vous montrerai après ce que nous faisons aujourd'hui au laboratoire, dans la suite de ce travail qui a été fait sur le virus de l'hépatite C depuis maintenant presque 30 ans, puisqu'on disait 1992, donc on y arrive. Et puis également dans la suite de ce que je vous ai présenté là, c'est-à-dire que sont les besoins de développement et de recherche en matière de virus. Donc voilà l'hôpital Henri Mondor, il est très beau comme vous le voyez. Donc notre laboratoire de recherche il est là, ici, un petit peu en sous-sol, mais enfin ça va. Et mon bureau il est là, donc ça c'est pas très commode, mais enfin on fait avec. Hein. Et dans ce laboratoire, nous travaillons depuis très longtemps sur le virus de l'hépatite C que vous voyez ici. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un virus tout à fait classique avec un génome qui est un ARN, le tout contenu dans une capside qui est une boîte protéique, le tout dans une enveloppe et le tout dans une boule de graisse. Et vous voyez le virus qui dépasse comme ça un petit peu à l'extrémité de la boule de graisse et va pouvoir venir infecter des cellules qui sont des cellules du foie. À gauche, vous avez un foie normal. Donc j'espère que tous ici, vous avez un foie comme ça. Et au milieu, vous avez un foie avec une cirrhose. Et le virus de l'hépatite C, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va infecter un foie normal. Il va, dans 80% des cas, donner une infection chronique, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. Et après 15 à 25 ans d'évolution,
on va se retrouver avec un foie comme ça, c'est-à-dire un foie cirrhotique, avec des nodules, comme ça, des gros nodules, qui sont séparés par des ponts de fibrose extrêmement durs. Si vous tapez dessus, c'est très très dur et ça ne fonctionne pas très bien, donc c'est pas très bon. Donc l'hépatite C, ça peut être une maladie grave, et le stade ultérieur, c'est quand au milieu de ce foie cirrhotique, et vous voyez ici les nodules, vous avez ces grosses taches comme ça c'est un cancer du foie, et c'est un cancer du foie qui est lié à l'infection par le virus de l'hépatite C passé par la cirrhose. Je pense que vous comprenez que quand le foie est exposé de cette façon-là, le malade n'est pas dans une forme olympique, puisque c'est assez difficile de vivre sans son foie. Donc l'hépatite C, c'est une maladie grave, et on estime qu'il y a environ 70 millions de personnes dans le monde qui sont infectées, avec en France une prévalence qui est aujourd'hui de l'ordre de 0,3%, mais qui était plus importante il y a quelques années, mais des poches de prévalence très importantes. Il y en a beaucoup en Europe de l'Est et en Asie. Il y en a beaucoup en Afrique également. Donc une infection qui est présente partout et qui est associée à une morbidité et à une mortalité élevée. Si on regarde la mortalité de l'hépatite C, c'est un virus, une infection chronique, qui tue plus de 325 000 personnes par an de leur cirrhose et des complications de la cirrhose, qui tue plus de 160 000 personnes par an de cancer du foie, donc un total de près de 500 000 personnes, un demi-million de personnes dans le monde qui meurent tous les ans d'une hépatite chronique virale C. C'est donc un problème de santé publique extrêmement important auquel on s'est attelé avec une prévision de mortalité des hépatites virales B et C, que vous voyez là, qui a progressé de façon constante depuis 1990 et qui est prévu pour augmenter parce que les patients vieillissent et le risque de cirrhose et de cancer augmente, alors que la mortalité de la tuberculose, du sida et du paludisme, grâce aux campagnes qui ont été menées, grâce aux investissements importants, et malheureusement nous n'avons pas eu ces investissements importants pour les hépatites virales, ont pu diminuer en termes de mortalité mondiale. La bonne nouvelle, c'est que l'infection par le virus de l'hépatite C peut être définitivement guérie par le traitement antiviral. Et ça, c'est unique. Le VIH, on va le traiter avec des antiviraux qu'on va prendre toute la vie, mais on ne le guérira jamais. Il sera toujours là. Si on arrête les antiviraux, le virus revient. C'est vrai aussi pour le virus de l'hépatite B. C'est vrai pour les virus herpès. Ce virus-là de l'hépatite C, c'est à ce jour le seul virus responsable d'infection chronique qu'on peut complètement guérir par le traitement antiviral. Et ça a été l'histoire de notre vie, l'histoire de notre laboratoire, d'accompagner ces développements. Voilà quelle était la situation quand je suis arrivé à l'hôpital Henri Mondor comme interne. Alors un petit peu avant de connaître Claude James aussi, j'y suis arrivé le 1er mai 1990. Donc là, on arrive quand même vraiment au moment des 30 ans. Et voilà ce qu'on faisait. On traitait l'hépatite C avec de l'interféron alpha. C'était un médicament injectable, donc on faisait une injection 3 fois par semaine, tous les 2 jours, comme ça, pendant 24 ou 48 semaines. Ça veut dire pendant 1 an, 3 injections par semaine avec des effets secondaires épouvantables. Les gens avaient l'impression d'avoir la grippe, ils grelottaient dans leur lit le soir de l'injection, donc c'était des traitements extrêmement pénibles. Et vous voyez qu'on arrivait à guérir en 24 semaines 6% des malades et en 48 semaines 10% des malades. Donc c'était vraiment souffrir beaucoup. Alors on arrivait à guérir certaines infections. On savait qu'on les guérissait, donc c'était quelque chose qui était de l'ordre de la preuve de concept. On avait démontré que c'était possible, mais le nombre de malades guéris était extrêmement faible. Donc là, il y a eu 2 idées qui sont arrivées. La première, c'est que plutôt de faire des injections 3 fois par semaine, on a modifié l'interféron, on lui a rajouté une molécule de polyéthylène glycol. Alors c'est ce qui sert dans votre liquide lave-glace, mais ça sert aussi à prolonger la demi-vie des molécules. Et on s'est retrouvé avec de l'interféron, sans lave-glace, avec de l'interféron qu'on pouvait injecter 1 fois par semaine, avec une concentration qui restait constante sur la semaine, donc un effet retard. Et puis on a eu l'idée de rajouter une petite molécule de façon complètement empirique, qui s'appelait la ribavirine. Et là, on a fait quand même un progrès qui était intéressant, puisqu'on est monté pour le génotype 1, le plus fréquent en France, à 46% de guérison, et puis pour les génotypes 2 et 3, qui sont également assez fréquents, mais moins que le génotype 1, à 82%. C'était toujours des traitements de 6 mois ou 1 an. C'était toujours des injections. C'était toujours des effets secondaires un peu compliqués qu'il fallait accompagner. La ribavirine, ça fait tomber l'hémoglobine. On était obligé de leur donner de l'EPO, comme les coureurs du Tour de France, pour leur faire remonter la ribavirine, l'hémoglobine. Mais en tout cas, vous voyez qu'on avait déjà des résultats qui étaient assez encourageants et qu'on guérissait un nombre de malades relativement important. Et puis, tout le travail qui a pu être fait sur la biologie fondamentale du virus et la compréhension du mécanisme a permis
d'identifier les différentes étapes du cycle viral. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces étapes, mais à partir du moment où on comprend de façon moléculaire très précise comment un virus fonctionne, comment il rentre dans la cellule, comment il se multiplie, comment il ressort de la cellule, on peut développer des médicaments qui inhibent directement certaines de ces étapes et qui sont donc des antiviraux directs et qui vont avoir un effet bénéfique. Et aujourd'hui, on a 4 familles de médicaments qui ont été développés et qui sont sur le marché, qui sont vendus pour le traitement de l'hépatite C. Des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de protéase qui empêchent la production de protéines du virus, des inhibiteurs de polymérase de 2 types qui empêchent la multiplication de l'ARN du virus, et des inhibiteurs de NS5K qui bloquent la réplication du virus et qui bloquent également l'assemblage. Et avec des combinaisons de ces différents médicaments, eh bien, on va pouvoir avoir toujours un inhibiteur de la protéine NS5K avec son double mode d'action, combiné à un inhibiteur de polymérase, un inhibiteur de protéase, et voilà les résultats qu'on obtient aujourd'hui. Alors les valeurs, je ne sais pas pourquoi ont disparu, mais enfin je pense que vous avez compris que génotype 1, génotype 2, génotype 3, génotype 4, 5, 6, etc., on est à pratiquement 100% de guérison de l'infection par le virus de l'hépatite C. J'ai commencé ma carrière à 6%, je suis aujourd'hui pas tout à fait à la fin de ma carrière, Dieu merci. Nous sommes à 100% de guérison de l'hépatite C. C'est une aventure unique dans l'histoire des maladies infectieuses, je pense, peut-être avec la pénicilline lorsque elle a été découverte, mais en tout cas une aventure unique dans l'histoire de la virologie. Et aujourd'hui, l'OMS, grâce à ces outils, a décrété un objectif global d'élimination de l'hépatite C en tant que problème majeur de santé publique, avec un objectif en 2030 de réduction de 90% du taux de transmission des nouvelles infections et une réduction de 65% de la mortalité liée à l'hépatite C. On a des médicaments et on va faire des progrès en santé publique absolument considérables. Et vous avez certainement entendu la campagne française actuelle sur le dépistage et le traitement de l'hépatite C. Faites du bruit contre l'hépatite C. Ils étaient présents sur le Tour de France. Il y a des spots, on l'a vu dans le métro, dans le train, etc. Cette campagne a pour objectif de permettre que la France soit un des premiers pays à éliminer l'hépatite C. Voici ce qui est prévu. C'est la prévision d'années d'élimination de l'hépatite C, c'est-à-dire des objectifs de réduction atteints. Et vous voyez que nous sommes là. C'est-à-dire qu'en 2025, nous aurons réduit le nombre d'infections de 90%, le nombre de nouvelles infections, et nous aurons réduit la mortalité de l'hépatite C de 65%. L'hépatite C, qui était une maladie fréquente en France, sera devenue, parce que nous sommes un pays pionnier, une maladie rare dans ce pays. Et encore une fois, je pense que c'est une victoire magnifique. Alors, du coup, la dernière question que vous allez me poser, c'est bon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, je pourrais vous dire, je ne sais pas, je vais partir en Bretagne ou je vais prendre ma retraite, mais c'est encore un petit peu tôt. Donc, nous continuons à travailler à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et nous utilisons tout ce que nous avons appris à travers l'hépatite C pour développer 2 types d'approches qui sont d'une part des approches diagnostiques et d'autre part des approches thérapeutiques en maladies infectieuses. Approche diagnostique, je vous ai dit que nous avions au laboratoire des outils virologiques de diagnostic pour le séquençage de l'ADN ou de l'ARN des virus. Il permet la classification, l'identification de facteurs de virulence, l'identification de facteurs de résistance aux antiviraux. Mais aujourd'hui, la plupart des diagnostics sont fondés sur des approches avec a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'on a une maladie, on est obligé de faire l'hypothèse que cette maladie corresponde à telle ou telle infection et de rechercher spécifiquement cette infection. En d'autres termes, ce que vous ne recherchez pas, vous ne le trouvez pas. Et vous ne trouvez que ce que vous recherchez. Alors vous pouvez ne pas le trouver parce que vous n'y pensez pas, si vous n'êtes pas un très bon médecin, mais parfois c'est compliqué. Il y a des syndromes qui sont un petit peu bâtards, qui ne sont pas très faciles. Et puis vous pouvez également ne pas trouver certaines choses simplement parce que vous les ignorez, ou simplement parce qu'elles n'ont pas été décrites. Donc nous travaillons avec le docteur Christophe Rodriguez au développement de techniques qui sont fondées sur ce qu'on appelle le séquençage de nouvelle génération, une technologie complètement nouvelle pour le diagnostic universel des infections par métagénomique. En d'autres termes, nous avons développé une approche complètement originale qui nous permet, à partir de n'importe quel type de prélèvement, ça peut être du sang, du sérum, de la salive, du sperme, des matières fécales, n'importe quoi, et sans savoir ce que nous cherchons, d'aller séquencer l'intégralité de l'ADN et de l'ARN qui sont présents dans le prélèvement, l'intégralité, de façon complètement aveugle, mais nous avons toutes les séquences en morceaux comme ça,
Et ensuite, avec des logiciels que nous avons développés qui sont extrêmement sophistiqués, qui sont fondés sur la comparaison de la séquence avec des bases de données, de dire, eh bien, ce prélèvement, dans lequel on ne sait pas du tout ce qu'il y a, il va y avoir tel virus, ou telle bactérie, ou tel champignon, ou tel parasite, et également de le quantifier, et également d'en donner la séquence et de savoir si, a priori, ce germe est résistant ou n'est pas résistant au traitement. Alors, ça se fait de façon automatisée, avec une extraction des acides nucléiques, la préparation de librairies dans des machines comme ça, et puis du séquençage, comme je vous l'ai dit, de nouvelle génération, qui sont des techniques qui sont en train de révolutionner le diagnostic biologique en génétique, en oncologie, et pour ce qui nous concerne, en maladies infectieuses. Cette technologie est brevetée et elle est tout à fait originale dans le monde. Un exemple de ce qu'on peut faire avec ça, c'est juste un exemple. On peut faire du diagnostic tout à fait banal. Si on recherche des choses qu'on connaît, on va les trouver. Mais on peut également trouver des choses qu'on ne connaît pas. Et voici la découverte d'un nouveau virus qui appartient à la famille des bunyavirus, qu'on a découvert par cette technique. Je suis une patiente avec une encéphalite. Malheureusement, la patiente est décédée. On nous a envoyé un prélèvement de cerveau un peu tard. Mais de toute façon, il n'y avait pas de traitement spécifique, donc nous n'aurions pas pu offrir quelque chose qui la sauverait. Néanmoins, nous avons quand même été capables de découvrir dans le cerveau de cette patiente, et responsable de son décès, un virus appartenant à une famille qu'on connaît, mais un virus inconnu, dont nous avons généré l'intégralité de la séquence. Et vous voyez, avec les 3 segments et la caractérisation. Et donc, nous pouvons, avec ces technologies, enrichir notre connaissance des arbres que je vous ai montré tout à l'heure, avec la diversité des infections virales. Ça, c'est pour le diagnostic. La métagénomique, c'est vraiment l'avenir de la microbiologie. Et je suis intimement persuadé que dans 20 ans, on se demandera encore pourquoi on faisait de la culture, pourquoi on faisait des PCR spécifiques, etc. Alors qu'on aura ces technologies qui seront devenues triviales, qui seront automatisées, qui seront simples et qui ne seront pas très chères. Deuxième type d'approche que nous développons au laboratoire aujourd'hui sont la découverte de nouveaux antiviraux. Et nous avons découvert, ou plus exactement généré, une nouvelle famille de molécules de petite taille, qui sont des inhibiteurs de cyclophiline. Donc on a pris une cible, qui est ici, et on a développé des molécules qui viennent directement dans cette cible, qui est une protéine cellulaire. Voilà la structure de la molécule, et voilà la première molécule que nous avions. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les améliorer. Pourquoi on a fait ça? Parce que les inhibiteurs de cyclophiline étaient connus comme ayant une activité contre le virus de l'hépatite C. Donc initialement, on voulait développer une famille d'inhibiteurs de cyclophiline contre le virus de l'hépatite C. Et puis le progrès médical a fait que d'autres molécules se sont développées, sont arrivées sur le marché. Mais nous avons continué parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de développer des approches pour des infections virales qui n'ont pas de traitement. Et parmi les infections virales qui n'ont pas de traitement et qui sont particulièrement importantes en termes de santé publique, il y a les infections respiratoires. Et en particulier les infections respiratoires liées au VRS, le virus respiratoire syncytial. C'est ce virus qui donne des bronchiolites chez le nourrisson. Je pense que vous avez tous eu des enfants à qui on a fait la kiné, qu'on nous explique maintenant qu'il ne fallait pas le faire, qui était quand même une torture pour l'enfant, une torture pour les parents. On nous explique maintenant que c'était pas bien, mais en tout cas, on l'a tous fait. Mais c'est également responsable d'infections respiratoires chez les personnes âgées. Et il y a un certain nombre de virus voisins, les métapneumovirus, les virus para-influenza, qui sont également responsables de nombreuses infections respiratoires pour lesquelles nous n'avons aujourd'hui aucun traitement antiviral. Donc nous avons fait évoluer notre famille de molécules pour qu'elles soient également actives contre les virus respiratoires, ce qui a été réussi. Je vous montre juste un exemple. Vous avez ici en culture cellulaire des cellules qui sont non infectées, et voilà ce qu'elles deviennent si on les infecte avec le virus respiratoire syncytial. Donc vous voyez qu'il y a quand même un effet de toxicité cellulaire très important du virus. Et bien là, ce sont les cellules les mêmes infectées, traitées avec un de nos composés, et ici, traitées avec un autre. Donc ces composés ont aujourd'hui, in vitro bien sûr, on est à un stade très précoce de développement, la capacité de protéger des cellules infectées contre les ravages de l'infection. Ce sont donc des composés antiviraux, à nous de les amener au développement thérapeutique. Donc voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez compris que l'histoire de l'hépatite C était une belle histoire, mais la lutte contre les infections virales continue. Nous voulons développer des approches diagnostiques efficaces, nous voulons développer
de nouvelles approches thérapeutiques antivirales. Et je pense que vous avez compris que la route est encore longue pour moi, pour mes collaborateurs, passés, présents et futurs, et également pour l'hôpital Henri Mondor, qui est reconnu aujourd'hui comme un hôpital de maladies infectieuses du territoire extrêmement important. Donc sur ces bonnes paroles, je vous remercie infiniment pour votre attention, je vous remercie encore de votre accueil, et je suis prêt à répondre aux questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. Merci, professeur Pawlowski, pour ce magnifique panorama à la fois historique et prospectif de la virologie, hein, du passé, du présent et du futur. J'ai noté l'optimisme dont vous avez fait preuve à la fois... Toujours. Toujours, oui. Concernant les évolutions technologiques au plan diagnostique et aussi au plan thérapeutique. Et également, comme vous l'avez dit, la capacité de l'humanité à s'adapter à tous les changements, malgré toutes les prédictions pessimistes que l'on nous fait. Voilà, donc maintenant la parole est à vous. S'il y a des questions, et je pense qu'il va y en avoir de nombreuses, j'espère en tout cas, le professeur Pawlowski est prêt à vous répondre. Monsieur, comment on fait? Vous avez le micro? D'accord, très merci. Merci d'abord pour cette excellente présentation, y compris pour des personnes comme moi qui ne connaissent pas du tout le sujet, donc c'était parfaitement clair, donc merci encore. Et félicitations là, pour votre action sur l'hépatite C que je ne connaissais pas, et donc j'apprécie vraiment, donc, comme toutes les actions qui peuvent être faites dans ce domaine pour améliorer donc, la santé en général. Donc j'ai une question, là peut-être deux si vous permettez. Donc une première, donc, bon, là on voit que la recherche est compliquée, là maintenant il y a des nouveaux outils dans d'autres domaines comme l'intelligence artificielle, par exemple, qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Est-ce qu'elle peut aider également, donc, en fonction de toutes les connaissances déjà accumulées, donc, pour trouver un petit peu donc, les règles de base qui font que les virus nous ennuient, et donc pour essayer de trouver des solutions génériques pour les vaincre. Et puis une deuxième question qui est liée aux moyens. Vous avez dit tout à l'heure, quand on met les moyens, par exemple le VIH, donc au niveau de l'hépatite C également, vous n'avez peut-être pas beaucoup de moyens, mais beaucoup de qualités qui ont peut-être compensé les moyens matériels qui ont permis donc de vaincre la maladie. Donc quand on met les moyens là, donc apparemment donc on arrive à trouver des solutions contre les maladies. Est-ce que maintenant, avec le développement très important quand même donc de certains pays comme la Chine et l'Inde ou d'autres qui ont des quantités. Alors, je ne sais pas trop bien dans le domaine de la médecine, mais dans le domaine des ingénieurs, par exemple, en Chine, il y a plus d'ingénieurs formés chaque année que dans tous les pays occidentaux. Est-ce que ces développements très importants de ces pays ne peuvent pas également aider donc pour accélérer la recherche et naturellement donc, les trouvailles qui permettraient donc d'éradiquer ces maladies qui, quand même, donc, on le voit, hein, sont quand même toujours inquiétantes, très inquiétantes pour le commun des mortels. Alors merci pour ces excellentes questions qui sont tout à fait à propos. La première question sur l'intelligence artificielle. D'abord, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence naturelle pourvu qu'elle soit présente. Elle peut peut-être permettre d'effacer certaines erreurs, mais bien sûr l'intelligence artificielle aujourd'hui est partout. Et dans ces développements de métagénomique dont je vous parlais tout à l'heure, nous traitons des big data, et le traitement des big data et l'intégration des big data, en particulier pour le soin aux malades, est quelque chose qui va être très important. La médecine est une science d'algorithmes. Et aujourd'hui, ces algorithmes, nous les faisons ici, c'est-à-dire que nous ingurgitons au cours de nos études de médecine des quantités impressionnantes de données, et ce qui doit être fait par un médecin, c'est de recueillir des données supplémentaires, de les intégrer dans son cerveau avec les données qu'il a acquises au cours de ses études et de son expérience, et à la fin sortir un diagnostic, un pronostic et un traitement. Et tout ça, alors je sais que mes collègues n'aiment pas quand je le dis, mais je le crois profondément, tout cela, l'intelligence artificielle peut le faire. Donc les progrès de l'intelligence artificielle vont jouer un rôle absolument majeur en médecine. Ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il faut s'occuper des gens, et s'occuper des gens dans leur globalité. Ce que les médecins d'aujourd'hui ont parfois tendance à oublier. Un patient, c'est une personne avec un historique, un environnement, une psychologie et tout un tas d'éléments supplémentaires. Donc je pense que l'intelligence artificielle elle a un rôle majeur à jouer aussi pour la lutte contre les infections virales, aussi en recherche pour l'intégration des données.
mais qu'il faut qu'on réinvente la médecine à l'aune de cette intervention de l'intelligence artificielle. On voit bien ce qui va pouvoir être suppléé. C'est comme les avions, hein. On a tous compris qu'on n'avait pas besoin d'un pilote dans un avion. Néanmoins, ça nous rassure. Tout en sachant que chaque fois qu'il y a un problème, c'est une erreur humaine. Enfin bon, voilà. Donc je crois que sur l'intelligence artificielle, on est d'accord. La deuxième question, c'est sur les moyens. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. On a besoin de moyens. Et tout est possible à condition qu'on ait des moyens. Et en particulier de développer des médicaments antiviraux, parce qu'on sait comment faire. On a su comment faire pour le VIH, on a beaucoup appris, ça a commencé avant. Ça a commencé avec la cyclovir, qui est le premier médicament antiviral. C'était à l'origine un médicament anticancéreux avec des effets secondaires épouvantables. Puis quand on l'a utilisé à plus petite dose, on s'est rendu compte qu'il inhibait la multiplication du virus herpès. Gertrude Elion a eu le prix Nobel pour ça, et puis ça a été le début des antiviraux. Avec le VIH, les moyens qui ont été mis sont colossaux, parce que l'humanité a eu peur en réalité. Et donc elle a mis les moyens, et ces moyens ont permis de développer dans un temps absolument record des médicaments extraordinaires. Alors pour toutes les personnes qui malheureusement sont mortes, on va dire il aurait été mieux que ce soit développé avant, mais quand même quand on réfléchit dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite on a appliqué la recette. On a développé des médicaments pour le virus de l'hépatite B, on a développé des médicaments pour le virus de l'hépatite C. On n'a rien inventé. Moi, je me souviens, au début, d'être allé faire des conférences dans des endroits où des gens qui travaillaient dans l'industrie pharmaceutique sur le VIH, une fois que les problèmes du VIH avaient été en grande partie résolus, venaient travailler sur l'hépatite C, avaient besoin de comprendre ce que c'était que ce virus et se sont mis à travailler, à développer des médicaments selon les mêmes recettes. C'est vrai aujourd'hui pour n'importe quelle infection virale. C'est-à-dire que si on y mettait les moyens, on pourrait trouver des médicaments pour toutes les infections virales qui tuent des gens. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde capitaliste et que le paramètre aujourd'hui qui régule les investissements, c'est le marché. C'est-à-dire que s'il y a un marché important, l'industrie pharmaceutique va investir. S'il n'y a pas un marché considéré comme important, l'industrie pharmaceutique ne va pas investir. Et comme les États n'ont plus les moyens d'investir, ce qui est une réalité dans ce type de recherche, eh bien malheureusement, on ne développe pas assez de médicaments, et en particulier pour les infections les plus rares. Donc ce qui nous aide aujourd'hui, c'est que ces infections respiratoires apparaissent comme un marché potentiellement important. Il est très important en réalité. Donc il y aura des investissements, et je pense qu'il y aura des médicaments qui seront développés pour des maladies exceptionnellissimes ou qui ne mettent pas en danger l'humanité à court ou moyen terme. C'est beaucoup plus improbable. Et évidemment, il est important qu'une recherche académique se poursuive, financée par les États, mais encore une fois, c'est de plus en plus difficile, et de plus en plus difficile d'avancer jusqu'à des développements thérapeutiques. Merci pour cette réponse. Je pense qu'il y a d'autres questions. Allez-y. Ah, madame, oui. Allez-y, oui, bien sûr. Oui, bonsoir et merci de m'éclairer. Je viens de perdre mon père il y a 2 jours d'un pneumocoque et je voulais savoir si un vaccin aurait pu permettre d'éviter cette descente qui a duré 1 mois en fait. On lui a diagnostiqué 2 virus, 1 bactérie. Alors 2 virus, je ne sais pas. Un pneumocoque, c'est une bactérie. Probablement un vaccin n'aurait pas empêché ce qui s'est passé. Et puis c'est très difficile de parler d'un cas qu'on ne connaît pas. Et les bactéries, c'est M. Soucy qui les connaît le mieux. Donc peut-être vous pouvez répondre sur le pneumocoque. Le pneumocoque est une bactérie qui peut être très méchante, la preuve, hein, puisque malheureusement vous avez eu un décès à déplorer à cause de cette bactérie. Elle peut être effectivement très, très virulente et malheureusement entraîner la mort, comme c'est le cas. Alors le vaccin, effectivement, peut, dans certaines situations, mais comme l'a dit le professeur Pawlowski, on ne connaît pas le cas particulier dont vous nous parlez, le vaccin peut rendre des services. Il y a un vaccin qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, qui est, comment dire, proposé pour des sujets à risque d'infection pneumococcique. Bon, ça aurait pu peut-être prévenir cette infection. Évidemment, on ne peut pas le prédire, mais le pneumocoque, c'est un germe qui peut être très méchant. Après, en médecine, le terrain joue un rôle très important. On a parlé de l'agent agresseur, le virus, la bactérie, le champignon, mais le terrain joue un rôle très important. C'est-à-dire que sur un terrain fragilisé par d'autres pathologies, quelque chose qui va être relativement bénin ou
en tout cas pas mortel chez une personne, va être extrêmement dangereux chez une autre personne. Donc il y avait peut-être un terrain favorisant le fait que malheureusement cette infection a été plus sévère chez votre papa. Question, madame? Oui, attendez, on va vous donner le micro. Ça. Parfois, dans certaines maladies virales, on donne des antibiotiques. Est-ce que c'est pour éviter la surinfection? Parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas d'antibiotiques. Je parle, admettons, d'une grippe. Alors, la grippe peut se surinfecter. Et c'est au médecin de juger s'il faut ou s'il ne faut pas donner d'antibiotiques. En tout cas, pour la plupart des rhinites, des rhumes ou des infections des voies respiratoires saisonnières, il s'agit d'un virus et donner des antibiotiques ne sert strictement à rien au début. Évidemment, après un certain temps, il peut y avoir des suites qui sont une surinfection bactérienne et à ce moment-là, les antibiotiques sont nécessaires. Mais le slogan, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. Alors, comme toujours, après un excès, je pense qu'on sera d'accord avec le professeur Soucy, après un excès de prescription d'antibiotiques à tout va, on est dans l'excès de non-prescription d'antibiotiques avec des gens qui vont traîner très longtemps alors qu'ils pourraient avoir besoin d'antibiotiques. Je pense que c'est au médecin de savoir exactement à quel moment il doit vous donner des antibiotiques. En tout cas, il faut éviter l'automédication. Ça, c'est très important. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, ce que vous dites est tout à fait intéressant parce que il se trouve qu'il y a une bactérie qui s'appelle Haemophilus influenzae qu'on a découvert chez les patients atteints de grippe. Et la grippe, ça s'appelle influenza. Et on a donné à cette bactérie ce nom-là, alors qu'on ne connaissait pas à l'époque le virus de la grippe. C'est bien ça, monsieur? Confirmerez? Absolument. Voilà. Donc, l'Haemophilus influenzae était une bactérie qui surinfectait le patient atteint de grippe. Donc, c'est tout à fait ce qu'on vient de dire. Et autre chose que je voulais ajouter aussi, c'est à propos de la grippe espagnole de 1917. J'allais le dire. Voilà. Ah ben alors, je vous laisse le dire. Non, allez-y. Non, je vous en prie. En tout cas, la mortalité de la grippe espagnole de la fin de la guerre de 14, qui a tué plus de monde que la guerre elle-même, ce qu'on oublie, Guillaume Apollinaire est mort de la grippe espagnole. Cette mortalité est liée à une surinfection Haemophilus beaucoup plus qu'au virus lui-même dans des populations qui étaient fragilisées par la guerre, les privations. C'est ce que vous alliez dire. Et nous n'avions pas d'antibiotiques à ce moment-là, puisque les antibiotiques ont été apportés par les Américains lorsqu'ils ont débarqué en Normandie en 1944. Madame? Camille. Apparemment. Vous développez des antiviraux à spectre large dans votre laboratoire. Est-ce que ce serait possible de développer des vaccins à spectre plus ou moins large? C'est une bonne question. Je pense que ça n'est pas souhaitable dans la mesure où si on induit l'immunité de façon trop aspécifique, on risque d'entraîner des effets secondaires qu'on ne maîtrise pas très bien. Donc il y a beaucoup d'approches aujourd'hui d'immunothérapie, j'en avais parlé un peu, en particulier pour l'hépatite B, où on essaie d'induire la réponse X ou Y, et où on risque d'induire quelque chose qui ne va pas avoir un effet fantastique sur le virus, mais qui va avoir un effet autre qui peut être délétère pour le patient. Néanmoins, il est possible qu'il y ait des choses qu'on ne connaisse pas et qu'on découvre qu'on peut induire une immunité générale contre tous les virus. Mais je n'y crois pas beaucoup. En réalité, je pense qu'on est plutôt vers le développement de vaccins très spécifiques avec des réponses qui sont très fortes et qui préviennent les choses. C'est plus facile, évidemment, pour des antiviraux parce que les virus vont utiliser des mécanismes cellulaires similaires, en tout cas qui peuvent être communs à plusieurs d'entre eux. Et là, on peut avoir des modes d'intervention qui peuvent être communs à plusieurs familles de virus. Voilà, c'est une réponse intuitive, c'est une réponse... je ne le sens pas trop, le vaccin universel. Voilà. Ce serait formidable. Je ne répondrai pas à la question, mais je dirais simplement que nous avons l'intention d'organiser prochainement une conférence sur la ou sur les vaccinations. On avait parlé d'ailleurs avec Jean-Marc Breton, conseiller municipal ici présent. Et courant 2020, on essaiera de trouver une date donc, pour organiser
une conférence avec un spécialiste des vaccinations en général. Madame. Question très basique, je ne sais pas trop. Vous avez parlé de maladies infectieuses, vous avez parlé de cancer du foie, du vaccin qui sert à tout. Je vois le mot cancer. Alors moi qui n'y connais rien, les cancers, donc, comme par exemple les leucémies, les cancers du sang, n'ont rien à voir avec les virus. C'est ça, on se perd un petit peu. Est-ce qu'il y a des pistes? Parce qu'on parle d'immunothérapie, il y a des cancers qui se soignent par immunothérapie. Et je sais bien qu'un cancer du sein, une leucémie, c'est forcément pas un virus. Mais est-ce qu'il y a des relations, enfin... Alors, il y a un certain nombre de cancers qui sont déclenchés par des infections virales, directement ou indirectement. Il y a une forme de lymphome qui est déclenchée par l'infection par le virus d'Epstein-Barr, par exemple. Pour l'hépatite C et l'hépatite B, ce sont des cancers qui ne sont pas nécessairement liés directement au virus, mais liés à l'évolution de la maladie, à l'évolution de l'inflammation au niveau du foie, qui vont faire qu'il va y avoir une cirrhose et qu'à terme, il va y avoir un cancer. Les papillomavirus, ceux dont on protège les jeunes filles aujourd'hui, sont des virus qui sont cancérigènes et qui sont à l'origine de cancer du col de l'utérus. Et par exemple, le vaccin contre l'hépatite B, qui est un excellent vaccin, très sûr, est le premier vaccin au monde pour lequel on a démontré qu'il prévenait la survenue du cancer chez les enfants, du cancer du foie, simplement en prévenant l'hépatite B à Taïwan, avec des études qui ont été très bien faites. Et aujourd'hui, on a réduit l'incidence du cancer du foie. Donc tous les cancers ne sont pas liés à des virus. Le traitement du cancer, une fois qu'il est installé, n'est pas en général un traitement antiviral, mais la prévention d'un certain nombre d'infections virales a pour objectif de prévenir le cancer. Le papillomavirus, le virus de l'hépatite B, ce sont des vaccins anti-cancer, indirectement parce qu'ils préviennent l'infection par l'agent qui va être la cause du cancer. C'est très important de le dire aussi. Les gens ont peur du mot cancer, c'est vrai qu'aujourd'hui on en soigne beaucoup, ça fait un peu moins peur, mais il y a des moyens de prévention. Merci. Monsieur. Bonjour, merci pour la présentation. À propos du diagnostic universel, si j'ai bien compris, il s'agit globalement de ratisser très large tout ce qu'on trouve, puis après de comparer avec des bases de données. Donc on est globalement sur des choses assez similaires à tout ce qui est en vogue dans les nouvelles technologies. Technologies type Google, de recherche, Big Data, vous en avez parlé. À la fin, qu'est-ce que vous prévoyez pour que ça ne devienne pas des monopoles ou des bases fermées ou des choses qui ne sont utilisables que par peu de gens et donc assez peu ouverts finalement? Alors, c'est une très bonne question. Là encore, nous vivons dans un monde capitaliste où pour diffuser des technologies, elles doivent être diffusées sur un mode commercial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de bricoler dans son coin. Ce que nous faisons, mais dans le cadre d'une recherche et d'un développement, il y a un moment où ces technologies doivent devenir industrielles pour être standardisées, distribuées avec un niveau de performance égal un peu partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est pas Google parce qu'on génère de la séquence, c'est pas juste de l'information, c'est de la séquence biologique, c'est de la biologie qui est générée. Mais aujourd'hui, les techniques de séquençage de nouvelle génération sont présentes dans le cadre d'un monopole d'une firme qui s'appelle Illumina. Et ce type de technologie ne peut pas être développé sans le matériel, les réactifs et la collaboration avec cette firme. Je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Je n'aime pas à titre personnel les monopoles. Je pense que c'est bien qu'il y ait de la compétition et ce serait utile qu'il puisse y avoir différentes approches. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce type de technologie se développe dans un cadre qui est relativement fermé et qui de toute façon devra passer par un cadre industriel. Alors évidemment, quand une société qui vend du diagnostic ou une société qui vend du médicament est en situation de monopole, la capacité des États et des utilisateurs à avoir une influence sur les prix est relativement limitée. Et vous avez peut-être entendu parler, toujours pour mon virus préféré, le virus de l'hépatite C, que lorsque le premier traitement contre ce virus est sorti, il y avait une seule molécule qui était disponible, le sofosbuvir, qui était commercialisé par les laboratoires Gilead. Ils l'ont mis sur le marché à 80 000 €
la cure. 80 000 euros par personne, c'est-à-dire avec des dépenses absolument phénoménales. Ils ont ramassé, je crois, 35 ou 40 milliards de dollars la première année qu'ils ont pris directement dans votre poche, dans la mienne, etc. Encore une fois, ce sont des progrès majeurs. On ne pourrait pas les faire sans l'industrie pharmaceutique. Nous travaillons avec l'industrie pharmaceutique. J'ai aucun problème avec ça. Mais les situations de monopole, quelles qu'elles soient, sont des situations qui ne vont pas nécessairement avec l'intérêt de l'humanité. Merci. Une question là. Bonsoir, merci pour la présentation. En dehors des 2 maladies virales qui ont déjà été éradiquées de la surface du globe, quelles sont selon vous les autres maladies virales qui pourraient être éradiquées selon l'OMS et quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour ça, en dehors, s'il existe autre chose que l'abattage systématique des animaux, notamment pour les zoonoses, ou les médicaments? Alors ma réponse va être simple et un peu brutale, aucune. Je pense qu'on a eu de la chance sur certaines maladies qui sont éradiquées, et je rajouterais jusqu'à présent, car la réémergence est toujours possible. L'hépatite B est un bon exemple. On a un vaccin qui est très efficace et qui prévient vraiment bien, et l'OMS a décrété l'éradication du virus de l'hépatite B en l'an 2000, lorsque ce vaccin est sorti. L'an 2000, ça commence à faire. Je ne sais pas si vous étiez né, mais pas loin. Aujourd'hui, on a 250 millions de personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite B. La prévalence générale diminue, mais comme la population mondiale augmente, le nombre de malades infectés a augmenté. Donc même avec des bons vaccins, même avec des bons traitements, on n'y arrive pas. Donc je pense qu'il faut... L'éradication est un fantasme. Ce qui est important, c'est le contrôle. Voilà. C'est de développer des outils de diagnostic, de dépistage, de prise en charge pour identifier les malades, les traiter, mettre en place les mesures de prévention qui peuvent être des mesures extrêmement simples. L'hépatite C, on a arrêté la transmission dans la plupart des pays du monde quand on a recherché le virus dans les transfusions sanguines et qu'on a arrêté de passer du sang infecté à des gens qui ne l'étaient pas. L'usage de seringues pour les toxicomanes par voie veineuse, de seringues de matériel à usage unique, a également arrêté la transmission du VIH et de l'hépatite C dans ces populations. Donc il y a parfois des mesures très simples, hygiéniques, diététiques, de contrôle. Il ne faut pas mettre la barre trop haut. Quand on met la barre trop haut, ça décourage et on n'y arrive pas. Donc je pense que l'éradication n'est pas finalement... C'est vrai que ça fait fantasmer, mais vous le disiez très bien, l'abattage systématique. La meilleure façon d'éradiquer les infections humaines, c'est l'abattage systématique des êtres humains, mais ça ne va pas être bien possible. Donc je pense qu'on vit avec les virus, il faut vivre avec ces maladies, améliorer le niveau de vie des populations, le niveau d'hygiène, mettre en place les mesures de prévention, la vaccination, la prévention, lutter contre les moustiques, aller chercher les infections là où elles sont, développer des médicaments et avoir des ambitions raisonnables et qui sont adaptées aux moyens de lutte qu'on a. Voilà. Encore une fois, c'est très pragmatique, peut-être un peu décevant, mais je pense qu'il faut toujours mieux être raisonnable que rêver du grand soir. Merci. Oui. Encore une question, madame. Bonsoir, oui, j'ai une autre question pour en revenir à la vaccination et particulièrement pour le fait d'être rassuré par vous en disant oui, je vais me faire vacciner contre la grippe, puisque vous expliquez que ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Pourquoi aujourd'hui, si on choisit de se faire vacciner contre la grippe, on va être sûr de ne pas l'attraper? Alors, puisqu'il y a plusieurs facteurs. Très bonne question. Si vous êtes vacciné contre la grippe, vous ne pouvez pas être sûr à 100% de ne pas l'attraper. Pourquoi ? Parce que la grippe est un virus qui mute à toute vitesse et que le développement du vaccin se fait de façon annuelle et est fondé sur un pari. C'est-à-dire qu'on parie en fonction de ce qui a circulé dans l'année précédente sur les souches de grippe qui vont apparaître dans l'année qui suit. Et on prépare le vaccin en couvrant plusieurs souches comme ça pour essayer de couvrir au maximum. Et de temps en temps, ça passe à côté.
Et en particulier l'année dernière, c'est passé à côté. Ça n'est pas une raison pour ne pas se vacciner, parce que la grippe, c'est une maladie grave. Je pense que chacun d'entre vous a déjà eu la grippe. En général, on n'est pas bien, même quand on est jeune. Et quand on est âgé, on peut mourir. Et la mortalité liée à la grippe est très importante. Et si vous êtes vacciné, et en particulier si vous vaccinez de façon régulière depuis plusieurs années, vous allez être protégé contre beaucoup de souches. Et même si vous attrapez la grippe, vous allez faire une forme qui sera généralement atténuée et qui vous expose moins. Donc moi, je me vaccine depuis toujours, très simplement parce que j'ai commencé parce que je faisais des études de médecine et que je n'avais aucune envie d'attraper la grippe la veille des partiels et de me retrouver à la session de septembre. C'est très pragmatique. Puis j'ai continué parce que je faisais un métier intéressant et prenant et que je n'avais pas envie d'être alité pendant une semaine tous les hivers. Et puis j'ai continué et je me vaccine toujours. Et depuis toutes ces années, j'ai attrapé la grippe 2 fois. Voilà, 2 fois où la grippe qui circulait a échappé au vaccin dans un contexte où un certain nombre de gens qui étaient vaccinés attrapaient la grippe. La dernière fois, c'était assez cogné, ça ne m'a pas donné envie de recommencer. Donc ça peut arriver, la protection n'est pas de 100%, ça dépend des années, encore une fois, mais les années où le vaccin est bon, il y a vraiment, vous êtes vacciné, vous serez protégé, et il faut absolument le faire, c'est un vaccin très sûr et très, très efficace. Et plus vous avancez en âge, plus les risques sont importants de ne pas être vacciné. Comme je vous l'ai dit, moi je vaccine mes enfants qui sont étudiants, je me vaccine. Moi je pense que tout le monde devrait être vacciné contre la grippe pour se protéger soi-même, pour protéger les autres. Vous comprenez bien que si la couverture vaccinale est très large à l'échelle du pays, l'épidémie ne survient pas. Les gens protégés ne sont pas infectés, ils ne le transmettent pas. C'est le principe de la vaccination qui a un objectif de protection individuelle et un objectif de protection collective. Moi, je suis effaré de voir qu'à l'hôpital Raymond d'Or, on a ici des gens qui doivent connaître les chiffres puisqu'ils y travaillent, on doit être à 50% du personnel qui se vaccine. C'est scandaleux, c'est lamentable, parce que ces gens qui refusent de se vacciner, de se protéger, ne mettent pas en danger qu'eux-mêmes, ils mettent en danger les patients dont ils s'occupent. Et ça n'est pas acceptable. Moi, je pense que dans les systèmes de santé, la vaccination contre la grippe devrait être obligatoire. Oui, bonsoir. J'aurais 2 questions. La première, c'est est-ce que la création des vaccins aurait donné lieu à la création de nouveaux virus, ou est-ce que l'homme est lui-même à l'origine de la création de nouveaux virus? Alors l'homme à la création de nouveaux virus, c'est un petit peu le fantasme du docteur Folamour. C'est possible. On peut rendre un virus peu pathogène, très virulent. Je suppose que si Hitler et Staline avaient eu les moyens de le faire, ils ne se seraient probablement pas privés. C'est quand même extrêmement dangereux parce que ce sont des choses, des armes biologiques potentielles qu'on ne maîtrise pas. Or, une arme a pour objectif d'être dirigée contre l'ennemi et ne pas se rediriger contre soi-même. Donc je pense que même le plus fou des dictateurs est capable de comprendre que c'est quand même quelque chose, c'est plus facile d'orienter un missile et de le balancer sur le gars en face. Donc je ne suis pas très inquiet là-dessus. Votre question sur les vaccins, c'est vrai aussi des traitements qui modifient les virus, c'est une très bonne question parce que oui, en effet, je vous l'ai dit, les virus sont capables de s'adapter en permanence, très facilement, très vite. Et donc la pression de sélection qui peut être mise sur un virus par un vaccin ou plus par des traitements peut sélectionner des virus résistants. On l'a vu par exemple pour le virus de l'hépatite B, on l'a vu pour différents vaccins, la polio et différents autres. Il y a des souches résistantes aux vaccins qui ont pu se développer, donc il faut une veille technologique. C'est très important d'être capable en permanence d'adapter les vaccins aux évolutions des virus. Pour les traitements, le moyen qu'on a trouvé, on a appris beaucoup de choses, initialement avec la tuberculose, qui n'est pas un virus, mais ensuite avec le VIH, c'est qu'il faut plusieurs mécanismes d'action mélangés pour monter la barrière contre la résistance et faire en sorte que, comme on tape à plein d'endroits, la probabilité qu'un virus évolue en étant résistant à tous les médicaments qu'on lui donne est très faible. C'est pour ça qu'on utilise des bi- ou des trithérapies pour le traitement des infections virales. Mais c'est absolument possible et on doit être extrêmement vigilant là-dessus et en permanence avoir les outils qui permettent de rattraper le virus qui, lui, essaie de nous rattraper absolument. Merci. Quand dans l'hôpital Raymond d'Or, vous découvrez une nouvelle molécule ou vous créez un nouveau vaccin, à qui appartient le brevet de ce vaccin et comment est-il commercialisé ? Alors c'est une très bonne question. Le brevet appartient à nos institutions,
Les personnes qui ont travaillé sur la découverte sont des co-inventeurs, donc ils ont des droits sur le brevet, mais le brevet appartient, pour ce qui nous concerne, à l'INSERM, en collaboration avec l'hôpital et avec l'université. Alors comment est-ce que tout ça est valorisé? Eh bien, l'INSERM peut céder la licence contre de l'argent à une start-up ou à un laboratoire pharmaceutique qui va développer ensuite le médicament. Nous, notre travail, c'est de faire un travail académique, donc de la recherche intellectuelle. Évidemment, notre envie à nous, aussi bien sur le diagnostic que sur le médicament, c'est de trouver des collaborations industrielles pour que ce ne soit pas juste une recherche ésotérique à visée de publication, ce qui est notre travail, mais qu'on puisse également rendre service aux patients. Et donc, ce sont des choses qui sont en cours de discussion. Dans ce cas-là, c'est très simple. Si une start-up, par exemple, est intéressée par des molécules, elle va prendre une licence dans le cadre d'un accord et payer des droits sur le développement à l'INSERM. Et cet argent peut être en partie, mais c'est un combat, comme vous l'imaginez, réinjecté sur le laboratoire d'origine et venir alimenter notre recherche, absolument. Il paraît que dans les vaccins, il y a toujours de l'aluminium et il paraît que c'est très mauvais pour le cerveau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende Alors, d'abord, il n'y a pas toujours de l'aluminium. Il y a eu parfois de l'aluminium. L'aluminium a pu être à l'origine de complications pas très claires. Et nous avons des collègues à l'hôpital Henri Mondor qui pensent que l'aluminium est responsable d'une maladie dont je suis en train d'oublier le nom, qui est une myofascite à macrophages, voilà. Ce sont les seuls au monde à l'avoir décrite et observée, donc c'est quand même un petit peu curieux quand on voit l'évolution de la vaccination. Aujourd'hui, on développe des vaccins sans aluminium qui sont absolument safe. La grippe, cette année? Non. Ah, oui, pas de crainte. La grippe est beaucoup plus dangereuse que le vaccin. Madame, pardon. Merci. Certaines personnes disaient que la sclérose en plaques pouvait provenir de certains vaccins. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est faux, et c'est bien démontré. Ces personnes ont prétendu exclusivement en France, c'est une rumeur qui est née exclusivement en France, que le vaccin contre le virus de l'hépatite B était à l'origine de sclérose en plaques. Pendant ce temps-là, la Chine a vacciné des millions de personnes, n'a rien observé. L'Italie a arrêté son épidémie d'hépatite B, n'a rien observé. La France a arrêté de vacciner à cause de ces rumeurs persistantes. Toutes les études qui ont été réalisées à très grande échelle ont montré qu'il n'y avait absolument pas de modification de l'incidence de sclérose en plaques avec ou sans vaccination contre le virus de l'hépatite B. Mais je voudrais quand même vous raconter une ou deux anecdotes. Une jeune femme de 20 ans, pianiste, étudiante, brillantissime, qui meurt d'une hépatite fulminante B parce que ses parents n'ont pas vacciné, parce qu'ils avaient peur que le vaccin soit dangereux. Ce sont des choses qui vous marquent, des choses qui choquent. L'Afrique noire qui meurt de l'hépatite B, la prévalence là-bas est extrêmement importante. Beaucoup d'hommes meurent à 40 ans de cancer du foie, avec une hépatite B qui a été acquise dans l'enfance. En Afrique noire, on écoute la radio et la télé française. Et la peur du vaccin contre l'hépatite B créée par ces rumeurs infondées traverse la Méditerranée, va là-bas, défiance du vaccin. Et dans des pays où ce vaccin est absolument vital et a déjà du mal à s'implémenter parce que les systèmes de soins ne sont pas très sophistiqués, on se retrouve avec des gens qui refusent de se protéger. Tout ça est extrêmement délétère. Ce qui est très intéressant, c'est que ces rumeurs sur les vaccins, je ne veux pas déflorer le jour où la vaccination, elles sont spécifiques de pays. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on nous a dit que le vaccin créait de l'autisme. Et en France, on nous a dit que ça crée de la sclérose en plaques. Et puis dans un autre pays, on va nous dire autre chose. Il y a aujourd'hui des lobbies anti-vaccinaux qui relèvent plus de la religion que de la science, qui propagent ce type de rumeurs, qui affolent les populations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois raisons pour lesquelles l'espérance de vie de l'humanité a progressé de façon absolument considérable au XXe siècle, c'est les antibiotiques, la réanimation néonatale et les vaccinations. Je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut, ce sont des faits avérés, et c'est pour ça qu'on est passé d'une espérance de vie au début du XXe siècle qui devait être à 40 ans en France à une espérance de vie qui est aujourd'hui au-delà de 80 ans.
Donc voilà, il ne faut pas écouter les rumeurs, il faut écouter les docteurs. Les études ont été faites. Bien sûr que quand quelque chose est suggéré, on regarde, il faut regarder. Mais les études sont d'une clarté absolue et ce vaccin contre l'hépatite B est absolument safe. Il faut comprendre qu'en Chine, par exemple, où ils ont mis en place la vaccination à la naissance des enfants, dans des pays où, dans des régions où on avait 10% de la population qui était infectée par le virus de l'hépatite B, 10% de la population, on se retrouve aujourd'hui, en particulier dans les villes chinoises, avec une prévalence qui est équivalente à celle de la France, c'est-à-dire une prévalence qui est faible. Voilà, simplement parce qu'ils ont implémenté les mesures, qu'ils ont pris leurs dispositions et qu'ils ont compris que c'était un problème de santé publique majeur chez eux, avec une mortalité très élevée. Bien, merci pour avoir rappelé ces quelques vérités qui méritent d'être diffusées très largement. Autre question, Madame? Pourquoi en France et en Europe, on va privilégier certains vaccins lors du développement plutôt des formes inactivées, alors qu'aux États-Unis, par exemple, en tout cas en médecine vétérinaire, ils vont privilégier des formes souvent vivant inactivées? Et pourquoi, du coup, en France, on privilégie plutôt certaines formes et pas d'autres, et c'est pas forcément commercialisé en Europe et ça l'est, par exemple, aux États-Unis? Oui, je pense qu'il n'y a pas de raison vraiment scientifique au-delà de raisons culturelles d'habitude et également de raisons liées à la régulation, c'est-à-dire aux règles qui font qu'un produit peut être amené sur le marché. Les règles de la FDA étant parfois différentes des règles de l'Agence européenne. Je ne vois pas d'autres explications au-delà de celle-là. Merci. Madame a la grippe. Ah. Oui, Madame. Éventuellement avec des produits naturels comme les produits de la ruche, comme le citron. Enfin, est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin ou est-ce que... Je ne sais pas. C'est avec conviction. Écoutez, tout ce qui ne vous fait pas de mal peut vous faire du bien. Donc je n'ai rien contre les approches naturelles, même si vous aurez compris que je préfère les approches moins naturelles. Ce qui est important, c'est de ne pas prendre n'importe quoi. C'est-à-dire les produits de la ruche, du miel ou ce que vous voulez, et si ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir, qu'en plus c'est bon, je n'ai pas de problème avec ça. En revanche, il y a un certain nombre de produits naturels qui sont toxiques, et en particulier qui sont toxiques pour le foie. Et ceux-là, il ne faut pas les prendre. Voilà. Donc il faut faire attention à ce que vous prenez, et ce n'est pas à la place des traitements, c'est en plus des traitements si ça vous fait du bien, si vous pensez que ça peut vous aider à guérir. Voilà. Quelles sont les substances nocives pour le foie? Je ne vais pas vous en donner la liste parce que je ne la connais pas, mais il y en a un certain nombre de produits qu'on appelle naturels, de médecine traditionnelle, qui peuvent être toxiques pour le foie. Il faut demander à son pharmacien, il est là pour ça. Et il y a également des substances dont on n'imagine pas, des tisanes et des choses tout à fait banales qui peuvent avoir des interactions avec les médicaments que vous prenez et diminuer ou augmenter leur concentration et donc être à l'origine d'une baisse d'efficacité ou d'une toxicité augmentée des médicaments. Donc les produits qu'on prend, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Voilà. Et après, si vous voulez prendre un peu d'homéopathie et un peu de miel sur vos tartines, il n'y a vraiment aucun problème, surtout si ça vous fait plaisir. Surtout si ça vous fait du bien, quand vous avez la grippe que vous ne devriez pas avoir parce que vous seriez vacciné, de prendre un grog, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut quand même ne pas prendre n'importe quoi. Il y a un certain nombre de médecines traditionnelles. Dans certains pays, les médecines traditionnelles, en Chine par exemple, il n'y a pas un patient qui ne se soigne pas en même temps avec les médecines occidentales et les médecines traditionnelles, avec des mélanges absolument détonnants. Et ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Ça accélère ce que je vous ai montré sur le foie tout à l'heure, ça peut accélérer les choses très vite. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on prend et je pense que les pharmaciens sont là pour vous conseiller. Merci, monsieur. Ça rejoint un petit peu la question, mais d'un terrain un peu différent. Parce que vous parliez tout à l'heure, vous disiez donc qu'il y a
donc des malades qui se défendent mieux parce que, bon, ils sont plus en forme. Enfin, le terrain, vous dites, le terrain a une influence importante sur la réaction vis-à-vis de l'attaque des virus. Alors donc, est-ce que les conseils qu'on nous donne généralement pour manger plus de fruits, plus de légumes, faire du sport, essayer de ne pas être stressé, etc., est-ce que cela a une influence sur la réaction que chacun peut avoir vis-à-vis des virus? Oui, ça en a, bien sûr, mais de la même façon que je ne suis pas un partisan des visions apocalyptiques, je ne suis pas non plus un partisan de la vie tristoune où on est obligé de courir le matin. Je déteste ça, je déteste le sport. Donc c'est le truc vraiment que je trouve. Alors donc je vois tous ces couillons qui courent dans la rue, là, dans tous les sens, en haut, en bas. Moi, ça me fatigue de les voir courir. Donc ne vous privez pas de viande si vous aimez la viande, mangez des fruits si vous avez envie de manger des fruits. La génétique est également un élément très important, c'est-à-dire votre génétique, vous l'avez depuis le départ. Et voilà, il faut entretenir son corps, on est tous d'accord, il faut bien vivre, mais il faut vivre heureux aussi. Et je pense qu'il y a un très bon article du professeur Kayat dans Le Point de cette semaine. Lui, alors c'est un monsieur un peu gros, et c'est un cancérologue, il nous explique qu'il bouffe, il boit, et puis voilà, c'est la vie. Il y a un moment, il y a une prise de risque aussi dans la vie. Quand on parle de terrain, ce sont des gens très âgés ou qui ont des pathologies chroniques, des gros fumeurs qui ont des poumons dans un état épouvantable. Bien sûr, ces gens-là vont être exposés. Donc, ne pas boire trop d'alcool, ne pas fumer, ne pas se droguer, avoir une vie saine, tout ça, c'est bien. Mais encore une fois, je pense qu'il faut sortir de l'hygiénisme et juste vivre sa vie le plus heureusement possible en faisant ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de faire du sport, il faut y aller, et si on n'a pas envie, rester au lit. Merci, madame. Et maintenant, il faudrait les refaire tous les 10 ans, comme le vaccin contre la tuberculose, le tétanos. Non, la tuberculose, c'est un vaccin qu'on fait à la naissance et qu'on ne refait pas. Le tétanos, en principe, c'est tous les 10 ans. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce on l'oublie un petit peu et puis on ne les fait plus trop. La protection reste néanmoins. Et des cas de tétanos, enfin je ne sais pas si ça fait des années qu'on n'a pas vu de cas de tétanos en France rapportés. On a eu un cas de rage mortel à l'hôpital Raymond d'Or il y a 4 ou 5 ans, je crois, de quelqu'un qui a été mordu quelque part et puis le diagnostic n'a pas été... a été fait tardivement. Ce sont des maladies qui sont aujourd'hui exceptionnelles. Elles ne sont pas éradiquées, mais elles sont parfaitement contrôlées. Oui. Par contre, la grippe, c'est tous les ans. Oui, ah oui, ça je sais. Je le fais. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous libérions le professeur Pawlowski? Non, madame. C'est bon? Non? Bon. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Merci à tous pour votre présence, pour vos questions. Merci au professeur Pawlowski pour ses réponses. Merci pour son exposé très brillant que tout le monde a apprécié à Saint-Maur aujourd'hui. Et nous allons libérer, je pense que la circulation doit être maintenant plus fluide pour rejoindre l'ouest de l'Île-de-France. Voilà, merci encore à tous et rendez-vous à la prochaine conférence dont la date n'est pas fixée, ni le thème d'ailleurs, nous verrons. Merci.